L'identité visuelle de l'AES, le débat autour du nouveau logo, propos controversés du président Emmanuel Macron, la réaction de Nouhoum Kelepile, ancien maire de la commune rurale de Mandé, stabilité retrouvée, les retours des manuscrits de Tombouctou en question. Après la fête de fin d'année, les vendeurs de poulets se disent satisfaits du marché. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition 20h. Comme l'annoncé dans le sommaire, identité visuelle de l'AES, débat autour du nouveau logo. Le nouveau logo de l'Alliance des États du Sahel, AES, a suscité de nombreuses réactions dans le milieu professionnel de la communication et du design graphique. Élément central de l'identité visuelle de la Confédération, le logo reflète les valeurs propres à la région sahélienne. Pour en savoir plus, nous avons recueilli l'avis des graphistes, des conseillers dans le domaine. Ils sont au micro de Fatou Ndiaye. Je trouve déjà l'initiative dans sa globalité de l'AES intéressante. Tout ce qui réunit les gens, tout ce qui réunit les communautés, les acteurs. Et en ce qui concerne le logo de l'AES, je pense que ce logo il est significatif. Déjà, quand on parle de logo, d'une image, où on parle d'une impression qu'on donne, et je pense que le logo est beaucoup significatif en ce qui concerne la communauté, en ce qui concerne l'histoire des trois pays de l'AES, et également le fait d'avoir l'image sur le soleil, les étoiles. Donc tout ce qui réunit autour de ce logo me paraît assez significatif, bien que il y ait des choses à améliorer, notamment pour un logo, il faut que ça soit clair, il faut que ça donne une impression beaucoup plus compréhensible. Alors, mon regard sur le logo de l'AES reste assez mitigé. Restant dans le cadre d'une communication et d'une représentation graphique, on aurait pu un peu décharger l'intérieur, c'est-à-dire le troisième cercle, qui a pas mal d'éléments. La carte représentative des trois États est très symbolique. Concernant l'arbre et le rassemblement, je pense que la conjoncture des trois pays sur une carte représente déjà ce rassemblement-là. Après cette observation, je pense que les trois étoiles également sont très bien agencées. La charte de couleur aussi est bien respectée. Ça représente le Sahel, les trois États. Propos controversés du président Emmanuel Macron, la réaction de Nouhoum Kelepile. Dans un entretien ce vendredi 10 janvier 2025, nous avons approché l'ancien maire de la commune rurale de Mandé, M. Nouhoum Kelepile, dans son bureau pour recueillir ses pensées par rapport aux propos du président français Emmanuel Macron. Suivons au micro de Maïmouna Esbamba. Quand Macron dit que c'est l'ingratitude, moi, je pense bien qu'ils sont les plus ingrats du monde parce que tout le monde se souvient des tirailleurs sénégalais lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. La lutte contre le terrorisme dont il parle, tout le monde sait que c'est une fabrication de la France pour emmerder ses anciennes colonies. La France a tout simplement exploité l'Afrique et elle fait en sorte que les Africains ne meurent pas pour qu'ils jouent leur jeu. Donc, les vrais terroristes dans le monde entier, moi je pense que c'est l'Occident. Et les Africains doivent se mettre ensemble. C'est ce que je disais, les différentes frontières que nous avons, frontières Kouré-Mali, la Guinée, Burkina, Sénégal, ça ce ne sont que des mensonges. Il n'y a pas de frontières entre les peuples africains, mais toutes ces frontières artificielles-là, c'est orchestré par la France. Quand vous partez en Guinée, des Camara, des Keïta, Mali, même chose, Sénégal, des Koulibaly, des Diallo et autres, au Mali, ce sont les mêmes populations. Donc il n'y a pas de frontières, les familles sont de part et d'autre des différentes frontières. Et ces différentes frontières-là, ce sont des mensonges. Il faut qu'on mette fin à ces frontières-là, nous mettre ensemble, qu'on le veuille ou pas, pour faire face à l'adversité. Et nous devons faire en sorte que nos progénitures vivent bien dans nos différents pays. Donc moi je crois fermement que l'unité africaine, c'est la meilleure chose à faire face aux colons, face à l'Occident. La France ne va pas quitter l'Afrique, mais ils vont essayer de changer de logiciel, changer de comportement, mais
l'Afrique est une question de survie pour la France et toujours ils vont essayer de contrôler nos systèmes bancaires, nos systèmes politiques parce que c'est une question de survie. Tant que le franc CFA est là, on est en train de nous battre vers la souveraineté, sinon on n'est pas du tout souverain. Avec l'existence du franc CFA. Les Africains doivent se mettre en ordre de bataille pour une décolonisation totale. Mais le drame, c'est quoi? C'est le comportement de nous-mêmes Africains. Il y a plus de Français à la peau noire que de Français à la peau blanche en Afrique. Donc il y a des Africains qui sont carrément à la solde de la France, qui travaillent pour la France, qui sacrifient leur pays pour la France. Ils sont prêts à tout pour la France. Donc ces gens-là sont plus dangereux que la France elle-même. Stabilité retrouvée et le retour des manuscrits de Tombouctou en question. Suite à une reprise de la stabilité à Tombouctou, un grand nombre de résidents de cette zone estiment que les manuscrits devraient regagner leur emplacement d'origine depuis 2012 en raison de l'escalade de l'instabilité dans la région. Les manuscrits de Tombouctou ont été déplacés à Bamako. Plus de détails avec Oumar Baraka, journaliste à la radio Tahinit de Tombouctou, que nous avons joint au téléphone ce matin. Effectivement, en 2012, tout le monde sait qu'avec l'arrivée des terroristes ici à Tombouctou, on était obligé de faire le déplacement des manuscrits de Tombouctou vers Bamako pour les sauver. Mais depuis lors, les manuscrits sont logés à Bamako, ils ne sont pas de retour. Donc c'est dans ce sens que ici, les Tombouctiens pensent que, étant donné que la ville actuellement est sécurisée, il est nécessaire de faire retourner ces manuscrits ici à Tombouctou, parce que ça fait partie du patrimoine culturel de la région de Tombouctou. Tombouctou est une ville touristique qui est connue en réalité dans le monde entier à travers ses manuscrits et autres. Donc beaucoup de gens qui quittent l'extérieur pour venir visiter Tombouctou, c'est pour aussi découvrir les manuscrits de Tombouctou. Donc si c'est à Bamako, les gens ne vont pas faire le déplacement pour venir ici à Tombouctou pour voir ces manuscrits. Et les Tombouctiens, ils connaissent véritablement les réalités de ces manuscrits et ils se sentent plus proches de ces manuscrits lorsque ça se trouve à côté d'eux que lorsque ça se trouve à Bamako, à des distances de Tombouctou. Nous saisissons cette opportunité que le président de la République, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, offre aujourd'hui, de décréter cette année de culture pour lancer un appel aux plus hautes autorités, de voir dans quelle mesure ils pourront retourner ces manuscrits à Tombouctou pour que ça soit plus proche des Tombouctiens. Après la fête de fin d'année, les vendeurs de poulet se disent satisfaits du marché. À Bamako, le prix du poulet varie en fonction des quartiers et des lieux de vente. En général, un poulet est vendu entre 3 000 et 5 000 francs. Pour les vendeurs de poulet, cette année, le marché du poulet était plus rentable lors de la fête de fin d'année. Certains parmi eux confirment qu'ils se sont bien frottés les mains. Plus de détails avec Kadiatou, Liliane Sidibé et Fatou Ndiaye. Le poulet aimé pour son goût savoureux et sa simplicité culinaire devient le plat de choix pour beaucoup de familles maliennes. Pendant les fêtes de fin d'année, le poulet n'est pas seulement un plat de luxe, mais aussi un moyen de convivialité. Au marché de Djikoroni-Para, les vendeurs de poulet sont particulièrement nombreux. Cependant, ils indiquent qu'ils sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement lors des fêtes. Parce que les poulets commencent à être chers maintenant par rapport à la fête. Ça dépend de la situation du pays, ainsi que les gens ne vont pas tellement aux achats en brousse. Ceux qui vont en brousse souvent, celui qui nous amène au moins 200 à 100 poulets, actuellement il nous amène que 100, 80, ainsi de suite. Bon, les poulets viennent de beaucoup de localités. Ségou, Koutiala, San, Bla, Sikasso, un peu partout. Cette fête, le marché c'était un peu abordable parce que le nombre de poulets qu'on a pris, on a pu vendre tout ça. Et les fêtes passées, par exemple en 2023, 2021, 2022, le nombre de poulets qu'on avait pris, après la fête, ça nous a resté.
Mais actuellement, cette année quand même, le peu qu'on a pris, on a pu vendre tout ça. Aux autres années, bon, je prends l'exemple sur moi-même, aux autres années, souvent, je pouvais prendre à peu près 1000 et quelques. Mais cette année, je n'ai même pas pris, je n'ai pas dépassé 250 têtes. La raison pour laquelle le peu que j'ai pris, j'ai tout vendu ça. Bon, selon notre constat, on peut dire que le marché de cette année a été bon par rapport aux années passées. Bon, pendant la fête, on vendait des poulets à 3000, 3500, 4000 francs. Bon, après la fête, on n'en trouve pas trop. Actuellement, 3250, 3750, 4000 francs. Il y a même 4500. 3500 francs. Pendant la fête du 31 décembre, les poulets étaient vendus de 3000 à 5000 francs CFA. On ne trouve pas le poulet ici. Les poulets quittent les villages. Ce qui fait que les poulets sont chers. Cela est dû aux conditions. Actuellement, les poulets sont excessivement chers. Nous les trouvons rarement dans les villages d'environ. Malgré tout, on a vendu tout ce qu'on a pu transporter lors de la fête de fin d'année. Il n'y a pas un prix fixe. On vend entre 3000, 4000 jusqu'à 5000 francs. Maintenant, il les donne à 2750, 3000 jusqu'à 4000 francs CFA. Les plus gros sont même vendus à 4500 francs. Le poulet à Bamako, après la fête du 31 décembre, continue d'être une partie intégrante des habitudes alimentaires des Maliens. Bien qu'après la frénésie des fêtes, le rythme ralentisse, mais l'envie de bien manger en famille reste une habitude. Dans un pays où la célébration et les repas partagés ont une place importante, ces commerçants parviennent à maintenir une activité solide, faisant face avec résilience aux défis. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Maïmouna Esbamba. En Guinée, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président de la transition Mamadi Doumbouya a dit que 2025, quelle sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. L'année 2025 devra être celui qui permettra au peuple souverain de Guinée de se doter d'une nouvelle constitution et de consacrer une nouvelle république, avait assuré Mamadi Doumbouya lors de ses vœux pour l'année 2025. Quelques jours plus tard, Ousmane Gaoula Diallo, le porte-parole du gouvernement guinéen, a estimé ce jeudi 9 janvier 2025 dans une interview accordée à RFI que l'élection présidentielle pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2025. Le représentant du gouvernement a déclaré qu'un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée se déroulerait probablement au mois de mai, plus de 3 ans après l'arrivée des militaires au pouvoir. Des élections présidentielles ou législatives pourraient-elles avoir lieu en octobre? On a une longue période pluvieuse qui n'est pas propice à l'organisation des élections. Je pense qu'il faut compter à partir de septembre ou octobre pour les élections suivantes, a défendu Ousmane Gaoula Diallo. Restons toujours en Guinée. Le mot d'ordre de défiance envers la transition militaire lancé par les forces vives ne convainc pas toute l'opposition. Le premier responsable du mouvement populaire démocratique de Guinée, Siaka Bari, plaide quant à lui pour l'ouverture d'un dialogue inclusif. Les forces vives qui disent ne pas reconnaître la junte à l'issue de la période de transition de 2 ans qui arrivait à échéance le 31 décembre. Nous comprenons cette position-là, bien que dans les faits, nous savons que la junte est là, elle est à la mamette, elle est au pouvoir et nous ne souscrivons pas à la même démarche ni à la même stratégie des forces vives qui consiste à organiser des manifestations de rue, à faire sortir les populations dans la rue pour réclamer le départ de la junte de cette façon, non. Pour Siaka Bari, la CEDEAO porte une part des responsabilités dans la prolongation de la transition en Guinée. Selon lui, le programme élaboré conjointement avec les autorités militaires aurait dû aboutir le 31 décembre dernier à un chronogramme électoral clair permettant à baliser les retours à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, rien n'a été fait. La CEDEAO est muette, elle est sourde et elle est aveugle. Nous ne la voyons pas. Voilà pourquoi nous demandons au reste de la communauté internationale de prendre son bâton de pèlerin, de tenir à la porte de tous les autres acteurs pour que nous nous asseyions pour redéfinir cette fois-ci de façon inclusive le reste de la transition.
Pour la page sport, nous parlerons de la 7e journée du championnat national Ligue 1 Pro. L'Union sportive des forces armées ISFAS affrontera US Bourguiba demain au stade Salif Keita de Kati à partir de 15h45 lors de la 7e journée du championnat national Ligue 1 professionnel. Il y aura 2 autres matchs au stade Mamadou Konaté, à savoir Afrique Foot Elite qui jouera contre US Bourgouni de 16h. Et l'Étoile du Mandé jouera contre FC Diarra à 18h. Amari Diarra était sur le terrain cet après-midi lors de l'entraînement de l'ISFAS pour interroger leurs coachs suivants. Nous avons 8 points comme le 3e, mais c'est la 4e place. Mais là où nous sommes, on avait fait des projections par rapport aux points. Donc, dans ces projections, nous n'avons pas atteint les points que nous souhaiterions avoir à la 6e journée. Et ça veut dire qu'il y a un manquement qui est là. Mais cela ne veut pas dire que tout est mauvais. Mais on va essayer de voir ce qui a été mauvais. On va essayer de corriger ça d'ici les journées prochaines. Et 4e place, c'est bon. Mais en matière de points, on est en deçà de ce qu'on espérait à 6 journées du championnat. Ouais, effectivement, comme vous l'avez dit, on a fait 2 défaites de suite contre le Djolba et contre le Stade. Mais heureusement, la journée passée, on a pu battre les 11 créateurs. Et demain, ça sera notre gros morceau, ça sera le premier du championnat, et US Bourguiba. Et on a préparé les matchs, on a mis les jeunes en confiance, on pense qu'on a fait le maximum pour pouvoir avoir les points du match. Mais le football étant ce qu'il est, on va espérer que ce qu'on a préparé, que ça puisse marcher demain. Si cela s'avère, je pense qu'on a des chances de remporter le match demain. Donc, bon, pour le reste du championnat, je pense que ça vaut 2 ou 3 ans. Les niveaux des équipes se valent actuellement. Donc il est très difficile de se projeter pour une saison sportive. On est en train de prendre les matchs 1 à 1. Je pense qu'on va jouer le match suivant. Ensuite, on va les prendre celui qui va suivre. Et on verra. À la fin de la saison, on va faire comptabiliser et ce qu'on a trouvé, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. On va essayer d'améliorer ça pour la saison suivante. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est de pouvoir finir mieux que la saison passée. Et ça fait partie de nos objectifs, finir mieux que ce qu'on a fait l'année passée et faire un très bon parcours en Coupe du Mali. Parce que c'est une compétition aussi avec 3-4 matchs, on peut se retrouver en compétition africaine. Donc je pense que c'est des objectifs qu'on s'est fixés en début de saison. On espère les atteindre à la fin. C'est la fin de ce journal. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir choisis pour vous informer. Restez sur notre chaîne pour plus de programmes d'information. Bonne soirée.